Donc la paléopathologie, c'est la science des maladies qu'on peut démontrer sur les restes humains et animaux des populations du passé. Et c'est une branche de l'anthropologie biologique qui, elle, s'intéresse plus largement à la diversité humaine dans le passé, essentiellement, et qui comprend la paléoanthropologie avec l'évolution humaine, l'archéoanthropologie qui, elle, va s'intéresser aux aspects culturels des populations du passé via l'analyse des restes humains, donc tout ce qui va concerner les pratiques funéraires, l'alimentation, ce genre de choses. Et puis donc il y a la paléopathologie, elle, qui va s'intéresser à la santé et aux soins dans les populations du passé. Le champ de la paléopathologie, il est très large. On peut ne s'intéresser qu'à une certaine catégorie de population. Donc on peut être intéressé par les états de santé des personnes vieillissantes, par les états de santé seulement des personnes adultes, ou l'état de santé des enfants. Et moi, ça, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est de pouvoir remonter à un état de santé des enfants dans les populations du passé en général, mais de plus en plus, je m'intéresse disons à la période médiévale jusqu'à la période contemporaine, donc au début de la Première Guerre mondiale, mais notamment avec cette période de transition qui a été la période industrielle et l'industrialisation, qui a eu un certain impact positif ou négatif en fonction des pays sur la santé des enfants. Si on reste sur la période industrielle par exemple, et sur des aspects qui permettent de faire des corrélations entre la santé et l'environnement socio-culturel, ou en tout cas dans le groupe dans lequel s'est développé l'enfant, c'est tout ce qui va concerner les maladies carentielles, donc ces maladies métaboliques qui sont en lien avec des carences en éléments, que ce soit des vitamines, ou des minéraux qui sont essentiels au développement de l'individu. Donc maladie carentielle, ça va être lié énormément à l'alimentation. Donc l'alimentation, elle est énormément guidée culturellement. Par exemple, si on prend le cas du rachitisme, donc il y a une maladie de l'enfance qui est caractérisée par une carence en vitamine D sévère. Donc la vitamine D, elle est produite dans la peau, soit par l'exposition au soleil, ou apportée par l'alimentation. Donc en fonction des régions là où on va vivre, en fonction des habitudes culturelles, à savoir si on est majoritairement à l'intérieur ou à l'extérieur, en fonction de si on va être amené ou poussé à travailler. Un enfant qui travaille dans un champ, qui est exposé à la lumière du soleil, aura moins de carence en vitamine D qu'un enfant qui travaille dans une mine, par exemple, ou dans une usine, qui va être qui du coup va être à l'intérieur et donc privé de cette exposition au soleil. Et puis il y a les aspects d'apport alimentaire. Donc si on a une alimentation qui est très pauvre, qui est peu diversifiée, donc ces enfants-là risquent de développer un rachitisme important et qui va venir lui déformer les os. Donc on a les déformations caractéristiques des os longs dans le cas de rachitisme, donc des déformations antéro-postérieures ou médio-latérales des os longs avec des incurvations importantes. On a des gonflements importants des extrémités, les métaphyses ici et là, et qui sont en lien justement avec une accumulation d'un pré-os de mauvaise qualité qui n'est pas minéralisé. Et on a des déformations pareil du col fémoral de la tête qui viennent s'aplatir vraiment sous l'effet du poids du corps. Donc on a vraiment cette déformation plastique de l'os qui se met en place, que ce soit sur les os longs du membre inférieur. Ici on n'a que les fémurs, mais on pourrait très bien avoir les tibias qui seraient aussi déformés, et comme aussi sur les os longs du membre supérieur, donc humérus, radius, qui eux généralement vont plutôt se déformer, vont avoir en tout cas des déformations très importantes à un moment bien particulier du développement, quand l'enfant marche à quatre pattes. Le fait de marcher à quatre pattes et d'avoir ces carences en vitamine D sévères, vu qu'il y a aussi des pressions au niveau des membres supérieurs, ils vont tendance à se déformer de manière plus importante que s'ils étaient déjà capables de marcher de manière indépendante sur leurs deux jambes.